Bonjour et bienvenue dans le Lab du Fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai casse-tête. Adapter son storytelling, donc l'histoire qu'on souhaite raconter, à ces différents canaux. Je pense au print, aux réseaux sociaux, aux campagnes téléphone ou autres. Parce qu'on a tous déjà vécu ça. On écrit une super histoire pour une campagne, on a trouvé le ou la protagoniste avec une anecdote émouvante, on l'adapte pour l'email, le site, les réseaux sociaux, et on a l'impression de répéter en boucle le même message. Résultat, ça perd en impact et ça saoule les donateurs. Alors, comment garder un fil rouge sans donner l'impression de se répéter ? Comment ajuster une histoire pour qu'elle soit cohérente tout en s'adaptant au canal choisi ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Touja, consultant en marketing digital. Il accompagne les associations dans leur stratégie digitale et les aide à raconter leur histoire de façon plus percutante. Bonjour Rémi. Bonjour Stéphanie. Alors parfois, pour gagner du temps, une fois qu'on a trouvé la bonne histoire, on a tendance à un peu copier-coller le même contenu partout, mais c'est pas forcément efficace. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors j'en pense déjà quand même pas trop mal d'essayer de capitaliser sur quelque chose qu'on a créé et de le décliner sur les autres supports pour quand même marteler un même message raconté de la même manière et faire appel à ce qu'on appelle le biais de simple exposition qui fait que plus on est exposé à un message, plus on y est sensible et attaché. Donc déjà, c'est pas trop mal de faire ça, parce qu'on peut aussi avoir dans des exemples où des organisations vont faire un type de message sur leur newsletter, mais sur les réseaux sociaux, c'est totalement un autre message sur un autre sujet, et sur leur LinkedIn. Enfin, voilà. Donc moi, je pense que quand on est en mode campagne, c'est quand même très important d'avoir un message qui est décliné sur les autres canaux en même temps, pour vraiment exposer au maximum son audience. C'est déjà pas trop mal, mais effectivement, quand on fait du storytelling, on peut utiliser chaque support pour raconter différemment la même histoire. Je pourrais prendre par exemple, c'est comme si on voyait l'histoire sous un angle différent dans un film ou du point de vue potentiellement d'un autre personnage qui est impacté par notre histoire. Suivant le canal qu'on utilise, ses codes, ses spécificités, ses contraintes, on peut raconter différemment la même histoire. Ou en tout cas, on peut créer des embranchements à notre histoire suivant les différents canaux. On n'est pas obligé de raconter, comme tu l'as dit, de faire un copier-coller du message qu'on a envoyé par mail sur TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., etc. Concrètement, comment on fait pour que notre histoire reste cohérente sans être répétitive ? Il faut quand même garder en tête toujours quelle est la finalité de notre histoire. C'est quoi le fil rouge de notre histoire ? Voilà, en une ligne, quel est le pitch de notre histoire ? Ça, c'est ce qui va garantir la cohérence. Et quel est l'objectif derrière l'histoire ? Est-ce que c'est d'amener vers le don, d'amener vers de la pétition, d'amener sur de la sensibilisation et de la prise de conscience, de la notoriété, juste créer de l'affect à l'organisation et à sa cause. Voilà, donc suivant l'objectif, on peut s'adapter. On peut aussi décliner des mini-objectifs par canon, bref. Donc ça, on le garde en tête. On a notre histoire, on a notre fil rouge, on a notre colonne vertébrale de l'histoire. Et on va, suivant le canal, par exemple, la newsletter, laisse beaucoup plus de temps. C'est une consultation qui est volontaire, active. Les personnes vont volontairement sur leur boîte mail ouvrir le mail. Donc, ils ont plus de capacité d'écoute et d'attention. Donc, on peut faire des histoires un peu plus longues, plus émotionnelles, une structure un peu plus complète. Sur les réseaux sociaux, on est souvent sur une communication plutôt passive. On reçoit un flux d'informations. Et là, il faut être très réactif. Il faut accrocher dès les 3 premières secondes. Il faut faire en sorte que la personne elle est captivée et que son attention est retenue. Parmi tout le flux de contenu qu'elle va recevoir, il faut que notre histoire, elle accroche dès le début. Là où sur un mailing, par exemple, on pourrait un peu plus prendre son temps. Quand tu parlais de différents points de vue d'une même histoire, à quoi tu pensais ? Tu as un exemple ou une idée ? Oui, j'ai un exemple concret. Je vais prendre l'exemple d'une une association qui
qui lutte contre l'isolement social. On pourrait imaginer que dans sa mailing, elle a parlé du bénéficiaire, de comment il vit son isolement, qu'est-ce que ça provoque chez lui et comment le donateur pourrait aider à résoudre cet isolement social. Et on pourrait imaginer sur un shorts, une vidéo courte Instagram, TikTok, plutôt une sorte de vidéo un peu authentique sur un bénévole qui va à la rencontre de cette personne âgée. Donc là, on change de point de vue. Donc on va imaginer que dans notre mailing, on a parlé de Daniel, 78 ans, qui est tout seul. Et bien, on va, sur la vidéo courte, on pourrait imaginer Eric, qui est bénévole de Petits Frères des Pauvres et qui va chez Daniel pour lui apporter du lien social. Voilà. Donc on peut changer c'est toujours la même histoire, c'est l'histoire de Daniel, mais vue d'un angle différent. Et là, sur la newsletter, Daniel, on explique concrètement la problématique et les enjeux et le pourquoi on fait tout ça. Et via l'histoire de Eric, on montre comment l'organisation fait. Concrètement, les dons servent à aider des bénévoles à aller donner du temps et de l'attention à des personnes qui sont isolées. Donc ouais, ça permet d'avoir la même histoire, mais de pas se répéter. Et comment tu conseilles de décliner les formats? Parce que c'est compliqué de raconter la même histoire avec des formats, je sais pas, vidéo, audio, écrit, papier. Enfin, Chaque format a ses contraintes. Par exemple, je trouve que l'avantage de la vidéo, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de mettre en avant un bénévole, c'est qu'on peut clairement identifier la personne, mettre de lui-même, mettre de l'authenticité. Aujourd'hui, ce qui marche sur les réseaux sociaux, c'est pas, et sur des vidéos courtes notamment, c'est pas des formats ultra travaillés, ultra chiadés, comme les pubs qu'on faisait avec des agences avant. C'est des formats authentiques, filmés soi-même avec la caméra frontale, etc., etc. Et vu que ces contraintes-là et la culture des réseaux aujourd'hui, c'est ça, mais je trouve que c'est plus pertinent de raconter l'histoire d'un bénévole qui va se filmer soi-même et parler lui-même avec sa personnalité, son authenticité. C'est réel, en fait. Sur un format écrit, on peut prendre plus le temps, peut-être plus compliqué de créer cette authenticité de récit. Donc on peut plus prendre le temps de structurer son récit avec un protagoniste, un antagoniste, et vraiment dérouler son histoire. Et pour moi, il n'y a pas de message trop long, il n'y a que des messages ennuyeux. Et donc là, sur un mail, on peut un peu prendre le temps de dérouler. Sur de l'audio, pour moi, on n'est plus sur l'émotionnel. On est sur quelque chose de pareil où généralement, quand on écoute un podcast, notamment par exemple, on va plus prendre le temps, on va chercher un récit dans lequel on se sent complètement intégré. Je dirais sur quelque chose de plus long, plus émotionnel. Donc voilà, en fait, on adapte suivant, alors bien sûr, il y a suivant ses objectifs, mais aussi suivant les contraintes et la culture du canal. oui, il faut réussir à s'adapter à l'objectif du canal, les formats qui fonctionnent bien. Donc, pour résumer un peu, il faut vraiment garder un fil rouge clair, comme tu disais, une colonne vertébrale dans sa campagne. Il faut ajuster le point de vue selon son canal et décliner les formats, réussir à trouver des déclinaisons de formats sans dénaturer l'histoire. Donc, ça évite de rabâcher et au contraire, finalement, ça renforce notre message. Oui, tout à fait. Ça renforce le message et en plus, dans la répétition, suivant le temps que dure la campagne, on peut aussi avoir une narration très macro, c'est-à-dire du début de la campagne à la fin de la campagne, elle peut même évoluer. Et chaque capsule, je ne sais pas comment l'appeler, chaque vidéo courte, chaque mail, est un épisode de cette narration globale. Et dans cet épisode, on a aussi une narration. On pourrait un peu, oui, le voir comme une sorte de feuilleton ou de série dans lequel chaque message, que ce soit sur Instagram, TikTok, mail, est un épisode d'une série globale. Donc là, ça donne vraiment envie de continuer, de savoir la suite et un petit suspense finalement, ou en tout cas un attachement qui va se créer avec les personnages. Exactement. Et sur des campagnes, typiquement des campagnes de fin d'année pour de la collecte, ça permet aussi de préparer le terrain et de capter dès septembre ou octobre l'attention de ces cibles qu'on espère, de ces prospects qui vont donner en fin d'année et faire le pic émotionnel de l'histoire à ce moment-là, à cette période de fin d'année où les gens donnent. Donc on les aura un peu préparés en les accrochant avec notre histoire et arrive le climax au moment de la collecte de fin d'année
où là, on va vraiment travailler sur l'émotion qui va inciter l'action. Et donc, ouais, on peut imaginer cette campagne comme un gros scénario en plusieurs épisodes et on arrive vraiment au cliffhanger en décembre, quoi. Ah, c'est une super idée ça, j'aime beaucoup. Bah, merci beaucoup pour les conseils. Mais de rien, merci à toi. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.